Nous abordons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'homme politique togolais, président du Parti des Togolais, M. Nathanaël Olympio, toujours à notre compagnie. Merci d'être toujours avec nous. Un plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en chantier, notamment, il fallait revoir la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Et l'opposition devrait quand même désigner ses propres membres. Apparemment, lors de la désignation des membres, enfin des 5 membres, parce que c'est 8 au total, 3 désignés dans l'opposition extra-parlementaire, les 5 autres membres de l'opposition parlementaire, leur désignation a créé un problème. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au Parlement ? Disons qu'il y a un parti qui siège actuellement à la CENI et qui se présente comme étant membre de l'opposition. Sauf que la coalition aujourd'hui de l'opposition ne compte pas parmi ses membres ce parti. Vous parlez de l'IFC de Gilles-Christ Olympio. C'est cela. Oui. Et donc, la coalition estime que c'est son droit entier de désigner les 5 membres qui devaient la représenter à la CENI. C'est ce qui a été fait. Et donc, ça a créé une tempête dans un verre d'eau. Mais aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre et les facilitateurs ont compris qu'il fallait absolument que la coalition puisse librement désigner ces 5 membres. C'est ce qui a été fait. Ça, c'est au crédit des facilitateurs, en effet. Monsieur Olympio, on fait un peu le point de vos exigences. Aujourd'hui, par rapport à votre présence, à la représentation de l'opposition au sein de la commission électorale, ça, c'est un problème réglé. Disons que la décision a été prise. Nos représentants ne sont pas encore effectivement à la CENI. Mais ils ont l'exigence de facilitateurs, de pouvoir quand même accéder à la requête de l'opposition désormais. Il y a des choses à faire, il y a des réformes à faire. Et la feuille de route a préconisé qu'il y ait des réformes avant les élections. Oui, bien entendu. Et là-dessus, je disais que le Conseil des ministres quand même a pris un projet de loi qui devrait quand même, si c'est entériné, conduire à ces réformes-là, notamment les plus importantes. Ce ne sont pas les plus importantes. Elles sont importantes, mais elles n'apportent aucune solution à la sincérité du scrutin qui est en cours d'organisation. Donc, il faut les compléter. Oui, c'est toujours pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre. Donc, le quinquennat, on aura désormais un quinquennat renouvelable une seule fois, le mode de scrutin qui passe de 1 à 2 tours. Et quelles sont les autres réformes que vous attendiez qui sont importantes aussi et sur lesquelles vous faites des exigences aussi? Alors, il y a tout ce qui concerne les attributions du Premier ministre. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel du pouvoir est entre les mains d'une personne, du chef de l'État. Et suite à la modification constitutionnelle qu'ils ont faite, il faut donc que nous sachions exactement quelles sont les prérogatives du Premier ministre pour qu'il ne soit pas simplement le premier des ministres. Ça, c'est un point. L'autre point également, et nous attendons de voir quelle va être la modification sur la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui est complètement inféodée au régime. Nous attendons de voir comment cette Cour sera modifiée dans sa composition, dans son fonctionnement. Ensuite, en passant aux étapes institutionnelles, il y a également ce que nous appelons la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, oui. Et toutes ces institutions qui interviennent dans le processus électoral doivent également faire l'objet de réformes. Aujourd'hui, le régime n'en parle pas. Il y a maintenant toutes les réformes électorales, le vote des Togolais de l'étranger. La feuille de route l'a préconisé. Mais à ce jour, nous n'avons jamais entendu le régime parler de la manière dont les Togolais installés à l'étranger vont pouvoir participer au vote. Nous avons la question du fichier électoral qui n'est pas propre, qui n'est pas à même d'être utilisé pour un scrutin crédible. Toutes ces choses-là, tant que ce n'est pas fait, vous comprenez qu'il n'y a aucune raison de participer à ce type d'élection. Donc c'est très clair au niveau de l'opposition aujourd'hui, tout au moins au niveau de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, qu'il n'y aura pas élection tant qu'il n'y aura pas tout ce que vous avez cité. Mais c'est le minimum qu'on puisse attendre. Le minimum, vous avez dit, hein? Oui, c'est le minimum qu'on puisse attendre, parce que quand on veut participer à une élection, oui. La moindre des choses, c'est que cette élection-là reflète la sincérité du vote. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de participer à cette élection. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la réunion avec le facilitateur, vous n'avez quand même pas pu avoir gain de cause sur ces points. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une impasse, vers un point de blocage désormais? Et c'est ça le risque que le Togo est en train de courir et fait courir à la sous-région. Parce que les exaspérations des populations, la conjonction entre les frustrations sociales et les frustrations politiques crée un climat délétère. La violence extrême du régime crée une situation de traumatisme des populations.
ça veut dire que l'on est en train de donner aux extrêmes la possibilité de prendre le dessus. Et là, personne ne peut se prévaloir de ce qui adviendra. Il est important qu'ensemble, les Togolais d'abord, qui doivent donner le ton, et accompagnés par la communauté sous-régionale, de trouver des solutions courageuses, de prendre des positions politiques novatrices, sortir des sentiers battus, pour qu'enfin on puisse trouver une solution pacifique à la crise togolaise. Mais certains observateurs quand même qui suivent un peu la crise togolaise estiment que l'opposition peut-elle, se pose la question, qu'est-ce que l'opposition peut faire d'autre à part les marches qui, a priori, ne donnent pas grand-chose. Mais juste, ça prouve bien que nous avons en face un régime qui est complètement fermé, qui n'a pas intégré la nécessité de la rotation du pouvoir. Qu'il fait des pas. Oui, mais quand on est en place depuis 50 ans, et que le pays est dans un état de misère si avancé, il est de bon sens que l'on admette que la nécessité de changer les choses est aujourd'hui une obligation que chacun doit prendre en compte. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir la réalisation de toutes ces exigences-là, plutôt que de prendre quand même un certain nombre et d'avancer un peu? Est-ce que ce n'est pas une autre erreur qu'on s'achemine à commettre en voulant tout ou rien? Il ne s'agit pas de tout ou rien. Mais c'est ce que vous dites. Il ne s'agit pas de tout ou rien. Il s'agit de mettre en place les mécanismes qui permettent d'avoir une élection crédible. La démocratie, ce sont les élections. Et les élections n'ont de valeur que si elles sont crédibles. Tant que les fondamentaux ne sont pas posés pour aboutir au final à une élection propre, et ne dites pas que nous exigeons trop de choses. Mais là aussi, nous sommes en train de demander le respect des règles démocratiques. Il va falloir mesurer quand même les rapports de force. Vous, en face du pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez pour faire plier le pouvoir? Mais nous devons continuer à faire pression. Nous devons continuer de sensibiliser la sous-région. Nous devons continuer de sensibiliser nos partenaires parce que, vous savez, le Togo ne vit pas en autarcie. Et si l'on se limite à la force brutale, en disant que, en posant la question de savoir quels sont les rapports de force, si ça n'est que la force qui détermine les solutions, eh bien vous êtes en train de dire qu'il faut que l'opposition aille également s'armer. Non, et cela, les rapports de force dont je parle, extrêmement dangereux. Même le simple fait d'avoir comme une majorité au Parlement, ça mesure aussi les rapports de force. Non, monsieur, parce que les règles qui conduisent aujourd'hui aux élections des députés ne sont pas des règles transparentes. Donc ça n'est pas représentatif des forces. Vous voyez les centaines de milliers de Togolais qui manifestent dans les rues quand la coalition appelle à une manifestation. C'est cela, la force. Dans un État normal, dans une démocratie, cette force qui s'exprime aurait dû faire plier le régime. Mais nous avons un régime dictatorial qui n'a Dieu que pour son maintien au pouvoir, la confiscation du pouvoir. Mais il faut donc que, en plus de la force populaire qui s'exprime dans les rues, que toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont des intérêts au Togo, tous ceux qui veulent faire des affaires au Togo, ensemble, il y ait une mutualisation des ressources pour faire avancer les choses. Mais avec l'implication des facilitateurs, c'est toute la sous-région qui est aujourd'hui impliquée dans le règlement de ce conflit. Mais si c'est du fait de l'opposition que l'on dit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avancer, est-ce que vous ne risquez pas d'être mal vu au niveau de la sous-région? Notre rôle n'est pas d'être bien vu. Notre rôle est de conduire le peuple togolais dans un espace de liberté et de démocratie. Et les chefs d'État ont la responsabilité d'écouter ce que dit le peuple. Et la CEDEAO elle-même est en train d'opérer sa mutation pour être une CEDEAO des peuples. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir être une CEDEAO des peuples et ne pas répondre aux aspirations du peuple togolais. Le peuple togolais vit dans un pays dont la singularité fait que nous sommes le seul à n'avoir jamais connu d'alternance au Togo. Alors que le protocole additionnel de la bonne gouvernance de la CEDEAO préconise que chaque chef d'État ne puisse faire que 2 mandats à la tête d'un État. Nous avons un chef d'État qui est dans son 3e mandat et qui envisage de faire encore 2 mandats supplémentaires. Où est la cohérence? Les chefs d'État doivent faire preuve aussi d'un regard attentif à la rue qui gronde à Lomé pour ne pas que cela puisse déborder des frontières togolaises. Dernière question dans cette émission, qu'en est-il des détenus dits politiques? Les détenus politiques, certains sont en prison depuis 1 an.
sans aucun crime effectif ne leur soit imputable. Et je ne peux pas accepter que... Vous n'êtes pas le procureur. Vous n'êtes pas le procureur. Nous sommes dans un... Encore que c'est vous qui les appelez détenus politiques. Ce sont des détenus politiques. Et d'ailleurs, les facilitateurs l'ont reconnu tel, puisqu'ils ont demandé à ce qu'il y ait un traitement politique des dossiers. Vous savez, nous ne faisons pas de la surenchère. Nous voulons simplement que des jeunes de 20 ans qui sont pères de famille et ont un emploi, qu'on ne puisse pas les jeter en prison simplement parce qu'ils réclament la liberté et la démocratie. Que la jeunesse togolaise ne fasse pas l'objet de marchandage ou d'otages politiques parce que l'on veut s'en servir comme monnaie d'échange et dans des négociations. C'est abject. Et je pense que la première chose que ce régime doit faire pour montrer sa bonne volonté, c'est de libérer ces jeunes qui sont emprisonnés inutilement depuis 1 an. Et je ne suis pas certain que cela serve l'image de ce pays qui, d'ailleurs, accorde beaucoup d'importance à son image à l'extérieur. Monsieur Olympio, on est à la fin de cette émission. Il faut retenir que vous avez pu obtenir quand même le fait que vous puissiez désormais intégrer la commission électorale et nationale indépendante, et également que l'on puisse libérer les réfugiés, les détenus politiques. Et pour les autres, vous exigez des réformes constitutionnelles et institutionnelles comme contenu dans la feuille de route de la commission de la CEDEAO, mais tout cela est conditionné par le fait que ce soit fait avant d'aller aux élections. C'est cela. Les prisonniers politiques ne sont pas encore libérés. Même si la feuille de route du 31 juillet demande qu'on les libère, le régime continue de les garder en prison. Et ça, c'est inacceptable. Le régime ne veut pas opérer les réformes. Il faut contraindre le régime à une bonne négociation. Il faut que nous exercions suffisamment de pression à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays pour que le régime comprenne que la seule issue pour lui et pour tout le monde, c'est de négocier sérieusement une sortie de crise. Dernière question, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Je suis inquiet. Je suis très inquiet pour la stabilité du Togo. Je suis très inquiet pour la stabilité des pays voisins parce que quand on n'apporte pas de solution dans un cadre pacifique, on renforce les extrêmes et le risque de voir un illuminé venir promettre monts et merveilles aux jeunes désemparés, ce risque il est grand. Nous ne devons pas prendre ce risque-là, ni les Togolais, ni la CEDEAO, ni les partenaires qui nous accompagnent. Nathaniel Olympio, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.